Moi, je vais parler plutôt du coup des questions de précarité et donc du coup comment les conditions matérielles des femmes conditionnent finalement les libertés ou non et l'émancipation et l'indépendance qu'elles peuvent avoir, ce qu'a un petit peu évoqué Pierrette à l'instant. Depuis le 5 novembre 2019, donc la semaine dernière, à 16h47, les femmes françaises travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, en France, il y a toujours un écart salarial de 15,4% entre les femmes et les hommes, 16% au niveau européen, avec des pays qui ont un écart salarial beaucoup moindre, c'est le cas de la Belgique par exemple, mais d'autres pays qui ont un écart salarial bien plus important, c'est le cas de l'Allemagne, avec 21%. En France, il y a aujourd'hui 5 millions d'emplois partiels, 76% ou 76% en Belgique sont occupés par les femmes, soit 3,8 millions de travailleuses précaires ou employées à temps partiel. Donc après, on peut avoir des analyses, est-ce que c'est choisi, est-ce que c'est subi? Dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est globalement subi puisque les femmes doivent cumuler et les emplois et généralement la charge du foyer et généralement toutes les tâches adjacentes qui leur étaient déjà incombées par le passé, mais alors qu'elles étaient exclues du monde du travail. Aujourd'hui, elles sont intégrées globalement, mais elles sont globalement les plus exploitées également. Là où je veux en venir, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un dommage collatéral du système. C'est pas un manque de chance ou finalement une conséquence du libéralisme et du capitalisme. C'est bien le cœur du système d'exploitation dont il est question ici. Le capitalisme a besoin, pour se reproduire, de diviser au niveau des classes laborieuses, et pour ce faire, elle divise les travailleurs entre les travailleuses et les travailleurs, entre les femmes et les hommes, entre les migrants et les non-migrants. Et ça sert à quoi? Ça sert d'une part à ne pas avoir de conscience de classe suffisamment importante pour pouvoir renverser ce rapport de force, mais ça sert également évidemment à tirer vers le bas l'ensemble de la masse salariale et à avoir une régression sans précédent sur nos droits sociaux. C'est évidemment encore plus le cas lorsqu'on est une femme migrante, lorsqu'on n'a pas eu de régularisation, lorsqu'on est obligé de travailler et de cotiser généralement au système sans avoir les bénéfices et en étant sous le coup d'une expulsion à un moment ou à un autre, et à un moment où on est encore plus vulnérable aux violences qu'a dit Pierrette à l'instant. Et donc, ce que je cherche à dire ici, c'est qu'évidemment le système patriarcal n'est pas arrivé avec le capitalisme. Il y avait un système de domination patriarcale avant le système capitaliste, de la même manière qu'il y avait une lutte des classes avant le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces deux systèmes et ces deux mécanismes sont intrinsèquement liés et imbriqués l'un à l'autre. Et lutter contre l'un, c'est forcément essayer de lutter contre l'autre également, sous peine de n'être là que pour revendiquer des droits partiels sur lesquels on reviendra de façon systématique, ce qui est le cas actuellement. On a connu au XXe siècle des grands élans d'émancipation pour les femmes, des grandes conquêtes sociales, et notamment pour les droits des femmes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour sans précédent sur ces droits, et que lorsqu'on est dans un État qui prône l'austérité à tout va, qui prône la casse des services publics, qui prône la casse du bien commun, et bien évidemment les premières impactées sont encore une fois les femmes qui vont avoir à leur charge la charge de tout ce qui est détruit au niveau de la société, ce qui n'est pas pris en charge au niveau de la société, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire les personnes âgées, c'est-à-dire l'accès, les soins pour les proches, etc. C'est ce qu'on voit de façon très concrète dans des pays où l'austérité a été extrêmement importante. Je pense évidemment au Portugal, à la Grèce, à l'Espagne, mais évidemment c'est le cas aussi en France lorsque l'on casse les services de santé, les EHPAD, les transports en commun, etc., etc. Donc face à ça, il y a un facteur qui est que la condition matérielle va déterminer tout le reste. Lorsqu'une femme subit des violences, et effectivement elle peut subir des violences dans n'importe quelle classe de la société, les violences domestiques ne sont pas le fait uniquement des ouvriers ou des employés, il y a des violences domestiques partout. Néanmoins, lorsque l'on est dans une situation de précarité, se sortir de ce type de violence va devenir 2 fois plus compliqué puisqu'il n'y aura pas d'indépendance financière. Face à ça, il y a 2 approches. Je n'irai pas jusqu'à dire 2 solutions parce que je pense qu'il n'y en a qu'une, mais il y a en tout cas 2 approches, qui est l'approche libérale, libertarienne,
Donc en gros, c'est si tu es dans cette situation-là, as-tu bien bossé à l'école? Mais enfin, si tu es au SMIC, peut-être faudrait-il songer avant de divorcer. Donc c'est le spectacle auquel on a eu droit la semaine dernière avec Julie Graziani, qui est quand même un summum de l'assimilation entre mépris de classe absolu et misogynie totale, mais qui en même temps représente une certaine réalité d'un point de vue politique aujourd'hui en France et en Europe, et une certaine réalité sociale aussi, une certaine réalité politique qui est des gens qui vont nous vendre le fait que notre condition sociale est due à notre propre individualité, c'est-à-dire que c'est à nous de faire en sorte de nous en sortir dans cette société et dans la loi de la jungle, et si on ne s'en sort pas, c'est que finalement on est des faibles, et donc quelque part on ne mérite pas de sortir de notre condition. De ça à l'eugénisme, au darwinisme social, il y a quand même qu'un pas, qui est vite franchi, on pourrait y revenir pendant le débat, et qui est notamment remis sur le devant de la scène au niveau européen aujourd'hui. Et puis, il y a ça d'un côté, mais il y a une réalité sociale de l'autre. Et la réalité sociale, c'est qu'évidemment, une femme qui subit des violences aujourd'hui et qui est dans une situation de précarité économique, qui se retrouve avec la charge de ses enfants, aura beaucoup plus de difficultés à s'extraire de cette condition de violence qu'une femme qui a une indépendance financière et qui arrive à subvenir elle-même à ses besoins et qui est intégrée dans un réseau social qui lui permet d'être extrait de ça. Donc, ici, on est aussi sur un autre exemple que je pourrais prendre, qui est quelque chose de récurrent au Parlement européen, dans les solutions qu'on apporte à la question de l'égalité femmes-hommes, c'est de dire on a trouvé une solution, c'est formidable, on va mettre plus de femmes au conseil d'administration des entreprises. Alors, c'est formidable. Formidable, ça touche 0,01% des femmes. Ça ne changera absolument pas la question de l'exploitation de façon générale, ni la question de la classe sociale de l'autre, mais c'est évidemment quelque chose qui est prôné par la droite conservatrice et libérale aujourd'hui au niveau européen, parce que c'est se donner bonne conscience à peu de frais. Et face à ça, nous, évidemment, on a un devoir d'avoir une conjonction entre les différentes luttes, mais en même temps, on a un devoir d'apporter une solution collective à un problème qui est un problème structurel, un problème de société, un problème du système productif. Il faut évidemment d'abord apporter des solutions concrètes, immédiates, parce qu'on ne va pas attendre de faire de la révolution pour changer la condition des femmes. Des propositions concrètes, immédiates, c'est évidemment de stopper la casse des services publics et d'avoir un développement des services publics, que ce soit la question des transports, que ce soit la question de l'accès à la santé, que ce soit la question également de l'accueil immédiat des femmes victimes de violences et de leur accompagnement. J'irais parler d'accompagnement également psychologique, mais également en termes de logement, d'accès aux femmes à une indépendance et d'être extraites immédiatement de la violence. C'est ce que nous essayons de faire, par exemple, à Paris aujourd'hui, avec ce projet de Cité des femmes, qui doit être un projet qui va être mis en œuvre dans les prochaines années et qui se veut être un lieu inclusif où les différentes organisations féministes pourront intervenir et organiser des activités, mais également qui sera un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences, avec un commissariat avec des personnes formées, ce qui est rarement le cas aujourd'hui, soyons clairs, et ce qui ne pousse pas les femmes à avancer et à sortir de cette situation de violence, et également un centre d'accueil pour pouvoir extraire les femmes directement de la violence. Donc ça, c'est une proposition très concrète. On lutte évidemment pour la question du congé parental et la division de l'activité domestique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un des facteurs, un des arguments pour mettre les femmes dans la précarité, pour qu'elles soient payées moins que les hommes, c'est de dire l'employeur prend un risque lorsqu'il embauche une femme, parce qu'elle risque à un moment donné d'être extraite du monde du travail, de ne plus être exploitable pendant un temps, parce qu'elle devra s'occuper des enfants. Une des réponses à ça, c'est de dire on regarde la société telle qu'elle est et puis chacun se démerde. Ou l'autre solution, c'est de dire, eh bien dans ce cas-là, nous prenons une égalité, il faut qu'il y ait un congé parental qui soit égal entre les deux parents, et que les deux parents aient la charge effective des enfants sur une même durée, c'est-à-dire un congé parental non transférable, et qui, du coup, nous puisse s'assurer qu'il y ait de facto une répartition des tâches en termes de travail domestique qui soit bien plus importante qu'aujourd'hui, et ça nécessite également une éducation dès le plus jeune âge à l'égalité. Donc ça, c'est une des revendications que l'on prône aujourd'hui au niveau national, mais également au niveau européen, et sur lesquelles on arrive à avoir parfois des larges majorités au-delà de la gauche radicale.
La question de l'égalité salariale, c'est évidemment le cœur de notre combat, donc l'égalité est pour une paye égale, pour l'accès aux femmes, un certain nombre de fonctions desquelles elles sont exclues aujourd'hui, et je ne parle pas ici des conseils d'administration des entreprises, je parle de façon générale dans la société à ce que les femmes puissent avoir accès de la même façon que les hommes à tout un tas d'emplois, mais ça ne se passe pas encore une fois par une attitude de on va laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent, un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avec les droits de l'homme. Il y a les Nations Unies qui travaillent à une convention contraignante sur la question des entreprises et des droits de l'homme, et l'Union européenne dit oui, mais non, mais attendez, le droit d'entreprendre, il ne faut pas trop s'ingérer, faisons confiance aux entreprises, faisons confiance aux employeurs, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais après tout, laissons-les gérer avec leur rapport interne et tout, nous dire qu'ils font bien les choses et qu'ils respectent les droits de l'homme. Eh bien, de la même façon, c'est ce que l'on veut faire avec l'égalité salariale. Enfin, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. L'intérêt de l'employeur et de l'entreprise, c'est d'avoir une main-d'œuvre à bas coût et de faire de plus en plus de profit. Nous, notre intérêt en tant que travailleurs et en tant que gauche, c'est de faire en sorte que les droits soient respectés. Pour ça, il faut des mesures coercitives, il faut des mesures au niveau national et également au niveau européen, et il faut des pénalités. C'est-à-dire que si une entreprise ne respecte pas ça, eh bien, par exemple, ça semblerait logique qu'elle arrête de toucher des subventions publiques, puisque aujourd'hui, non seulement on paye moins d'impôts, il y a moins d'impôts sur les entreprises, mais en plus, on n'arrête pas de leur donner des subventions pour qu'ensuite, elles puissent s'asseoir royalement sur le droit du travail et sur les droits humains de façon générale. Donc ça passe évidemment par une lutte contre la précarisation du monde du travail, restaurer le CDI, le contrat à durée indéterminée, comme étant la base, et permettre d'avoir un véritable parcours de changement, d'accompagnement et de changement de travail, de progression sociale et salariale pour les hommes comme pour les femmes. Mais ça ne s'arrête pas là, et là où je veux en venir, c'est lorsqu'on dit la question de la précarité et la question du féminisme est intrinsèquement liée à la question de la lutte contre le capitalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de revendiquer des droits immédiats. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a revendiqué des droits immédiats, on a obtenu des droits pendant toute une période qui étaient des droits extrêmement importants, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on revient un par un sur l'ensemble des droits qu'on a réussi à conquérir au XXe siècle lorsqu'il y avait un mouvement ouvrier et une lutte des classes avec une conscience de classe beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et donc du coup, on ne peut pas s'arrêter uniquement à un programme électoral aussi important soit-il, il faut avoir un véritable projet de société derrière. Et le projet de société du féminisme, de même que le projet de société du communisme, c'est le projet de société d'un projet d'émancipation de la société tout entière. Et évidemment, dans un projet émancipateur global, la place des femmes doit être prédominante, on est la moitié de l'humanité, et il n'y aura pas de libération totale des êtres humains sans qu'il y ait une libération des femmes. Mais de la même manière, il n'y aura pas de libération totale des femmes tant qu'on n'aura pas dépassé ce système qui est un système prédateur qui repose sur l'exploitation humaine, et tant qu'on n'aura pas construit une société de l'émancipation que l'on appelle socialiste ou qu'on appelle dans notre nom, mais en tout cas qui soit une société qui prône l'émancipation humaine. Je vous remercie.